Le cimetière s'étendait devant moi comme une blessure creusée dans la terre, tout en pierre grise et en fer tordu sous un ciel indécis entre la pluie et quelque chose de pire. Le mois de novembre était cruel ici, dans les territoires du Nord. Vif, froid, transperçant mon manteau de laine comme si le tissu ne pouvait rien contre un chagrin aussi ancien, aussi immense. Je serrais mon écharpe plus fort, mes cheveux blonds fouettant mon visage et s'accrochant aux larmes que je versais depuis que j'avais franchi le portail. 3 ans. 3 ans depuis qu'il l'avait enterré. La tombe se dressait devant moi, massive et imposante, même dans la mort, comme il l'avait été dans la vie. Du marbre noir veiné d'argent, sculpté de symboles que j'avais mis des mois à apprendre à déchiffrer. D'anciennes marques de meurtre, des revendications territoriales, des avertissements à des ennemis depuis longtemps réduits en poussière. On disait qu'il avait tué 17 Challengers avant son 20e anniversaire. On disait que ses yeux pouvaient glacer le sang dans les veines. On disait qu'il n'avait jamais aimé autre chose que le pouvoir. Il ne le connaissait pas comme moi. Mes bottes crissaient sur le gravier et les feuilles mortes. Chaque pas était un effort contre le vent qui semblait déterminé à me repousser, à me dire que je n'avais pas ma place ici. Peut-être que c'était vrai. Les personnes venues officiellement lui rendre hommage étaient parties depuis des années. Les chefs de meute, les membres du conseil, les Khmels qui avaient langui et pris des pauses pour attirer son attention lorsqu'il était en vie. J'avais observé ces cérémonies depuis les marges, invisibles comme toujours. Ma présence n'était tolérée que parce que mon père avait servi la couronne avant que la maladie ne l'emporte. Je n'étais personne, un loup de bas rang issu d'une lignée si diluée que nous ne nous transformions presque plus. Ma mère plaisantait en disant que nous étions plus humains que loups. Et c'est peut-être pour cela qu'elle avait survécu aussi longtemps dans un monde fait pour les prédateurs. Avant que la fièvre ne l'emporte au printemps dernier, elle m'avait serré la main avec une force surprenante et m'avait murmuré quelque chose que je ne comprenais toujours pas tout à fait. La compassion n'est pas une faiblesse, Elena. Parfois, c'est la seule chose assez forte pour survivre. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Je n'en étais toujours pas sûr. La tombe se rapprochait et je pouvais distinguer l'inscription gravée profondément dans la pierre. Ronan Ashford, Alpha Grey, roi des PS du Nord, né dans le sang, mort dans la gloire. La gloire, ils avaient appelé ça la gloire. Lorsque l'assassin avait frappé pendant le sommet du traité, lorsque son corps avait été retrouvé déchiqueté, lorsque toute la structure de la meute avait failli s'effondrer dans une guerre civile, le nouvel Alpha, son cousin Sébastien, avait stabilisé la situation. Mais tout le monde savait que ce n'était plus pareil. Sébastien était stratégique, là où Ronan était instinctif, politique, là où Ronan était primitif. Sûr, je n'avais jamais voulu être en sécurité. Mes genoux touchèrent dans le sol froid avant que je ne décide consciemment de m'agenouiller. Mes mains appuyaient contre le marbre qui, d'une manière ou d'une autre, conservait encore de la chaleur, comme si quelque chose de vivant palpitait en dessous. Pensée idiote. Les morts étaient morts, même les rois. Je suis désolé, murmurai-je, les mots se brisant dans ma gorge. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis désolé d'avoir eu trop peur. Les sanglots me prirent par surprise, violents et bruts, faisant remonter tout ce que j'avais enfoui pendant 3 ans. Je l'avais aimé. Que Dieu me vienne en aide. Je l'avais aimé dès le premier instant où je l'avais vu lors des funérailles de mon père, se tenant à l'écart des autres personnes en deuil, avec cette terrible immobilité qui rendait nerveux même les loups les plus forts. Il m'avait regardé, vraiment regardé, pas à travers moi comme le faisaient tous les autres, et quelque chose dans ses yeux bleus glaciers s'était fissuré juste assez pour que j'aperçoive la solitude qui se cachait derrière. Nous ne nous étions jamais parlé, pas une seule fois. Que pouvait bien vouloir un roi à quelqu'un comme moi? Mais je l'avais observé dans la grande salle pendant les rassemblements de la meute. Je m'étais placé de manière à pouvoir le voir sans être vu, étudiant la façon dont il bougeait, le contrôle minutieux qu'il exerçait sur chaque geste, chaque mot. J'avais remarqué des choses que les autres ne voyaient pas. La façon dont sa mâchoire se crispait lorsque Sébastien faisait certaines suggestions, le tressaillement, à peine perceptible, lorsque des femelles le touchaient sans y être invitées, l'épuisement qui se lisait dans ses épaules lorsqu'il pensait que personne ne faisait attention. Je l'avais vu, et maintenant il était parti. Je t'ai apporté quelque chose. J'y suis parvenu, en fouillant dans la poche de mon manteau avec des doigts tremblants.
Le petit bouquet de lavande et de sauge séchée semblait ridiculement insuffisant face à l'immensité de cette tombe. À cette perte, ma mère disait que ces herbes apportaient de la paix aux esprits troublés. Je pensais que c'était peut-être idiot, tellement idiot. Il avait été un roi, et je lui laissais des mauvaises herbes comme une offrande pathétique à un Dieu qui n'avait jamais répondu aux prières. J'ai quand même déposé le paquet au pied de la tombe, mes doigts s'attardant sur le marbre froid. Tu me manques. J'ai respiré si doucement que le vent a presque volé mes mots. Tu me manques, et tu n'as même jamais su que j'existais. L'air a changé. C'était subtil, à peine perceptible. Un changement de pression, une absence soudaine de vent, un silence qui ressemblait moins à du calme qu'à un souffle retenu. Les poils de ma nuque se hérissèrent. Ce vieil instinct que même les loups dilués conservaient encore me criait que je n'étais pas seul. J'aurais dû me lever, me retourner, courir. Au lieu de cela, je restais figé, la main toujours appuyée sur le marbre, le cœur battant à un rythme que tous les prédateurs du cimetière pouvaient sûrement entendre. Tu te trompes. La voix venait directement derrière moi, grave et rauque comme du gravier, avec une autorité qui fit que Malouve, aussi faible fut-elle, eut immédiatement envie de montrer sa gorge en signe de soumission. Je connaissais cette voix. Je l'avais entendue dans mes rêves pendant 3 ans. Un fantôme qui hantait chaque moment de calme. Impossible. Tu te trompes, répéta-t-elle. Plus près maintenant, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps dans mon dos. Malgré le froid de novembre, je savais exactement qui tu étais. Ma main se détacha du marbre, tandis que je me retournais lentement, terrifié à l'idée que ce mouvement brise l'hallucination que le chagrin avait conjurée. Le gravier mordait mes genoux tandis que je bougeais, ma vision brouillée par les larmes que je ne pouvais essuyer assez vite. Il se tenait à 1 mètre de moi, solide, réel et vivant, vêtu de vêtements sombres qui se confondaient avec les ombres allongées, mais qui ne pouvaient cacher la grâce prédatrice de sa posture. Plus grand que dans mon souvenir, les épaules plus larges, ses cheveux noirs plus longs maintenant, et tombant sur ses yeux bleus glaciers qui hantaient ma mémoire. Ronan Gray, le roi mort, bien vivant. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Je ne pouvais rien faire d'autre que le fixer du regard tandis que mon esprit essayait en vain de donner un sens à ce que je voyais. Comment? Le mot sortit étranglé. Tu es mort. Ils t'ont enterré. Il y avait un corps. Il y avait des témoins. La meute t'a pleuré. La meute a pleuré une fiction commode. Il s'est approché, chaque pas mesuré et délibéré. La façon dont un loup s'approche de quelque chose de craintif et susceptible de s'enfuir. Le conseil avait besoin de stabilité. Mon cousin avait besoin de légitimité. Et j'avais besoin que tout le monde croie que j'étais parti. Pourquoi? Ce n'était qu'un murmure. Ma voix s'était perdue quelque part entre le choc et un soulagement si intense qu'il en était physiquement douloureux. Sa mâchoire se crispa, ce geste familier que j'avais mémorisé de loin. Parce qu'il y avait des traîtres dans la meute, Helena. Des loups de haut rang qui s'étaient habitués à la corruption, qui me voyaient comme un obstacle à leur pouvoir. La tentative d'assassinat était réelle. J'ai les cicatrices pour le prouver. Mais au lieu de mourir, pour rien, je les ai laissés croire qu'ils avaient réussi pendant que j'éliminais tous les conspirateurs. Ils connaissaient mon nom. Il avait prononcé mon nom. Tu t'es caché pendant 3 ans? Demandai-je, l'esprit encore en ébullition. Regardez la meute se désagréger. Regardez Sébastien se débattre. Regardez les mots s'échapper. Regardez les gens te pleurer. Quelque chose a vacillé dans son expression. Du regret peut-être, ou une douleur soigneusement contrôlée. Pas tout le temps. La première année, j'ai passé mon temps à guérir, à traquer les conspirateurs, à éliminer les menaces. La deuxième année, j'ai passé mon temps à reconstruire ce qu'ils avaient essayé de détruire, à établir des réseaux dont Sébastien ignore même l'existence. Et cette année, il a marqué une pause. Ses yeux bleus glaciers ont croisé les miens avec une intensité qui a fait gémir mon loup. Non pas par soumission, mais par reconnaissance. Cette année, j'ai décidé si la meute méritait de retrouver son roi et j'ai trouvé le courage de demander « As-tu pris ta décision? » Non, il s'est accroupi, se mettant à la hauteur de mes yeux alors que j'étais toujours à genoux, suffisamment près pour que je puisse voir les cicatrices dont ils avaient parlé. De fines lignes argentées sur sa gorge, disparaissant sous son col, suffisamment près pour que je puisse sentir son odeur.
du pain, de la fumée et quelque chose de plus sombre, de plus primitif. Mais te voir pleurer sur ma tombe m'a peut-être fait changer d'avis. J'ai retenu mon souffle. Pourquoi? Parce qu'en 3 ans, tu es la seule personne qui soit venue ici pour moi. Sa voix s'est abaissée, rendue rauque par une émotion que je ne pouvais nommer. Pas pour le roi, pas pour un avantage politique, pas parce que le protocole l'exigeait. Tu es venu ici seul, dans le froid, pour pleurer quelqu'un que tout le monde avait déjà oublié. Et tu as apporté. Il jeta un coup d'œil au bouquet d'herbes, quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse adoucissant les traits durs de son visage. Tu as apporté la paix à mon esprit troublé. Je réalisais que je pleurais encore, les larmes coulant sur mon visage dans la lumière déclinante. Je pensais, je pensais que je ne te reverrais jamais. Tu n'étais pas censé revenir. Il tendit lentement la main, me laissant le temps de m'éloigner. Et comme je ne le faisais pas, ses doigts effleurèrent ma joue, essuyant les larmes que je ne pouvais retenir. Son contact me brûlait, même à travers le froid. Je t'observe depuis plus longtemps que tu ne le penses, Helena. Crois-tu vraiment que je n'avais pas remarqué la fille qui se tenait dans l'ombre à chaque rassemblement, qui me regardait comme si j'étais plus qu'une arme brandie par la meute? J'ai essayé d'être invisible. J'ai réussi, ma voix tremblait. Tu as échoué de manière spectaculaire. Le coin de sa bouche s'est relevé dans ce qui aurait pu être un sourire si les rois se souvenaient comment faire. Tu étais la seule lumière dans des pièces remplies de prédateurs. Et quand je suis mort, quand j'ai dû mourir, savoir que je ne reverrai plus jamais cette lumière était presque pire que la mort elle-même. Le monde s'est renversé. 3 ans de chagrin, de solitude, d'amour pour quelqu'un que je pensais hors de portée pour toujours. Et le voilà, réel et vivant, me disant qu'il m'avait remarqué. Pourquoi me dis-tu cela? Murmurai-je. Pourquoi te révéler maintenant? Sa main enserrait maintenant entièrement mon visage, son pouce traçant le contour de ma pommette avec une douceur qui contredisait tout ce que j'avais entendu dire sur le roi Alpha sauvage. Parce que je suis fatigué d'être mort, Helena. Et parce que si je veux récupérer mon trône, j'ai besoin de savoir. Sa voix se fit plus rauque, la vulnérabilité transparaissant malgré son contrôle minutieux. J'ai besoin de savoir si la femme qui a pleuré sur ma tombe se tiendra à mes côtés lorsque les vrais monstres arriveront. La question planait entre nous, énorme, impossible et pourtant inévitable. Derrière lui, le soleil perça enfin les nuages, projetant de longues ombres sur le cimetière et transformant la tombe de marbre en quelque chose de presque magnifique. Je repensais aux derniers mots de ma mère. La compassion n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la seule chose assez forte pour survivre. Je posai ma main sur la sienne, toujours pressée contre mon visage, et sentis le tremblement qui le parcourut à ce contact. Le puissant roi Alpha, déstabilisé par un simple toucher. Oui, dis-je, et je vis ses yeux bleus glaciers s'embraser d'une lueur féroce, possessive et terrifiante. Je serai à tes côtés. Son sourire en réponse était assez tranchant pour faire couler le sang et assez beau pour briser les cœurs. Et quelque part au loin, j'entendis le premier hurlement de ce qui allait bientôt devenir le son d'un roi mort se relevant, et la meute qui l'avait oublié sur le point de se rappeler pourquoi elle le craignait au départ. La maison sécurisée n'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais bon, rien de ce qui s'était passé au cours de la dernière heure n'avait correspondu à mes attentes concernant ma vie. Ronin me guida à travers la forêt en silence. Sa main enserrait la mienne avec une possessivité qui aurait dû m'effrayer, mais qui me semblait plutôt être une ancre dans un monde qui venait de basculer. Nous avancions rapidement, son rythme s'adaptant à mon loup affaibli, même si je sentais son impatience, la tension qui se manifestait dans chaque partie de son corps. Après 3 ans passés à me cacher, à observer, à attendre, j'étais devenu, d'une manière ou d'une autre, le catalyseur de ce qui allait suivre. La cabane apparut à travers les arbres, comme quelque chose issu d'un rêve à moitié oublié, petite et insignifiante, à l'exception des protections que je pouvais sentir bourdonner dans l'air autour d'elle. Des sortes de protections, puissants, tissées par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Combien de personnes savent que tu es en vie? Demandai-je alors qu'il me guidait dans les marches en bois, sa main reposant désormais sur le creux de mon dos. 4. Il poussa la porte, me faisant d'entrer dans la chaleur et la lumière vacillante du feu. Maintenant 5. L'intérieur était spartiate mais fonctionnel. Une pièce principale avec une cheminée en pierre, un petit coin cuisine, des portes menant à ce que je supposais être une chambre et une salle de bain.
Des cartes recouvraient un mur punaisé et reliées par des fils rouges et des motifs qui ressemblaient à des théories du complot rendues manifestes, du moins je le supposais. Assieds-toi, dit Ronan en me montrant le canapé usé près du feu. Tu trembles. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais il avait raison. L'adrénaline s'estompait, me laissant tremblante et frigorifiée malgré la chaleur de la cabane. Je m'affalais sur le canapé, le regardant se déplacer dans la pièce avec la même grâce prédatrice qui le caractérisait, sortant des tasses, faisant chauffer de l'eau, accomplissant des tâches domestiques qui semblaient surréalistes chez quelqu'un que je n'avais jamais vu qu'à la tête d'armée. Les quatre autres, osais-je, ayant besoin de remplir le silence avec autre chose que mes pensées qui s'emballaient. Qui sont-ils? Mon second, Marcus. C'est le seul de mon ancien cercle restreint qui n'ait pas été compromis. La voix de Ronan était posée tandis qu'il travaillait, sans me regarder. Une sorcière nommée Iris qui a maintenu le charme mortel et guéri mes blessures. Un pisteur appelé Denver qui m'a aidé à traquer des conspirateurs. Et un spécialiste en technologie, Jude, qui a fourni à Sébastien des informations erronées soigneusement sélectionnées pendant 2 ans. Il m'apporta du thé, me tendit la tasse chaude avant de s'asseoir sur le canapé à côté de moi, assez près pour me toucher, mais me laissant un espace dont je n'étais pas sûr de vouloir. La lumière du feu jouait sur ses traits, soulignant leur nouvelle dureté, les rides qui n'existaient pas il y a 3 ans. Sébastien ne sait pas, ai-je demandé, comprenant soudain avec un nœud à l'estomac. Tu as laissé ton propre cousin croire que tu étais mort. Sébastien est un homme bon. Ronan a serré la mâchoire, ce geste familier. Mais il est faible là où ça compte. Il s'allie à des loups qui sourient tout en complotant sa chute. Il fait confiance aux membres du conseil qui ont orchestré mon assassinat parce qu'il veut croire au meilleur des gens. Ses yeux bleus glaciers rencontrèrent les miens, brûlant d'une intensité qui me coupa le souffle. Tu sais ce que ça t'apporte de vouloir croire en les gens dans notre monde, Helena? La mort, murmurai-je. Ou pire. Il prit la tasse de mes mains. Je la serrai si fort que mes jointures étaient devenues blanches, et il la posa sur la table basse devant nous. La conspiration était plus profonde que quiconque ne le soupçonnait. Les membres du conseil, oui, mais aussi les exécuteurs de la meute, les chefs de territoire, les loups à qui j'avais confié ma vie. Ils n'essayaient pas seulement de me tuer. Ils essayaient de démanteler tout ce que les pactes du Nord avaient construit, de vendre nos territoires morceau par morceau à des intérêts étrangers. La désinvolture avec laquelle ils l'avaient dit, comme si la trahison et la dissolution territoriale n'étaient que des faits gênants, m'avait glacé le sang et vous les aviez arrêtés. Je les avais éliminés. L'euphémisme était délibéré, sa voix soigneusement neutre, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Les cicatrices sur sa gorge n'étaient pas les seules marques que ces 3 années avaient laissées sur lui. Silencieusement, méthodiquement, faisant passer chaque mort pour un accident, une cause naturelle ou un conflit territorial. Lorsque Sébastien s'est rendu compte que le conseil s'amenuisait, j'avais déjà éliminé le pire de la corruption. J'aurais dû être horrifié, j'aurais dû reconnaître la cruauté pour ce qu'elle était, les actions d'un roi qui privilégiait le pouvoir à la miséricorde, le contrôle à la compassion. Au lieu de cela, je me suis surpris à demander « Combien ?» 17, le même nombre que les challengers qu'il avait tués avant son 20e anniversaire. Je ne manque pas d'ironie. 17 loups morts de sa main, 17 conspirateurs qui avaient tenté de détruire tout ce qu'il avait construit. Je repensais aux paroles de ma mère, à la compassion et à la survie, et je me demandais s'il y avait de la place pour les deux dans un monde aussi brutal. Tu ne t'enfuis pas. L'observation de Ronan m'a tiré de mes pensées. Il m'étudiait avec une concentration déconcertante, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose écrit dans une langue qu'il avait oubliée. Tu ne regardes même pas la porte. Devrais-je le faire? La plupart des gens le feraient. Il s'est rapproché d'un mouvement subtil mais délibéré. Son instinct de prédateur était enveloppé dans un contrôle humain. Je viens de te dire que j'ai passé 3 ans à exécuter des loups en secret, que j'ai manipulé mon propre cousin, menti à toute la meute, agi en dehors de toutes les lois que nous considérons comme sacrées. Tu devrais être terrifiée, Helena. J'ai croisé son regard, je l'ai soutenu malgré tous mes instincts qui me criaient de me soumettre, de détourner les yeux, de reconnaître l'énorme fossé qui nous séparait en termes de pouvoir. Tu n'es pas un monstre. Son rire était aigu, amer. Tu me connais à peine.
Je sais que tu as remarqué un loup de rang inférieur qui essayait de se rendre invisible. Les mots me venaient plus facilement maintenant. La conviction remplaçait la peur. Je sais que tu étais seul aux funérailles de mon père, alors que tous les autres étaient déjà passés à leur réseau politique. Je sais que tu as protégé une meute qui te croit morte, au lieu de simplement disparaître et recommencer ailleurs, dans un endroit plus facile. J'ai tendu la main, ma main a trouvé la sienne posée sur sa cuisse, sentant la tension qui s'accumulait dans ses muscles. Les monstres ne pleurent pas. Ils ne protègent pas. Ils ne se révèlent pas à des filles en pleurs dans des cimetières parce qu'ils en ont assez d'être seuls. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Le feu crépitait. Les ombres dansaient sur les cartes accrochées au mur. Et quelque part dehors, un hibou ululait dans l'obscurité de novembre. Puis sa main s'est retournée sous la mienne. Nos doigts se sont entrelacés. Sa poigne était presque douloureuse tant elle était intense. Ils vont te détester, a-t-il dit doucement. Quand je reviendrai, quand la vérité éclatera, ils te verront comme ma faiblesse. Les conspirateurs que je n'ai pas trouvés, ceux qui se cachent encore, ils s'en prendront à toi en premier. Je le sais. Les femmes qui voulaient être reines, elles feront de ta vie un cauchemar. Les membres du conseil qui se sont habitués à la douceur de Sébastien, ils te verront comme une menace. Tu passeras de l'invisibilité à la cible la plus visible de la meute. Son pouce traça des cercles sur ma paume. Le geste était presque absent, comme s'il avait besoin de ce contact physique pour se stabiliser. Et je ne peux pas promettre que je serai toujours là pour te protéger. Les rois ont des devoirs, des responsabilités, des guerres à mener. Je sais, ai-je répété, plus fermement cette fois. Alors pourquoi? Sa voix s'est rauque, s'est brisée sur les bords. Pourquoi as-tu choisi cela? M'avoir choisi? La question avait un poids que je n'étais pas sûr de pouvoir supporter. 3 années de solitude et de désir comprimés en 3 mots. J'ai repensé à toutes les réunions auxquelles j'avais assisté, à l'avoir observé depuis l'ombre. Toutes les nuits où je restais éveillé à me demander ce que cela ferait d'être vu par lui. Vraiment vu, comme il disait m'avoir toujours vu. Tous ces jours depuis sa mort supposée, où j'avais vécu au sein de la meute comme un fantôme, accomplissant des gestes sans but. Parce que j'ai été invisible toute ma vie, lui ai-je dit en me tournant vers lui, nos genoux se touchant désormais. Et tu m'as fait me sentir réel. Tu m'as fait sentir que j'avais de l'importance, même si nous ne nous sommes jamais parlé, même quand je pensais que tout cela n'existait que dans ma tête. Et si je dois enfin être visible, si je dois être vu, prise pour cible et détestée, je préfère que ce soit pour avoir soutenu quelqu'un qui se bat pour une cause importante plutôt que pour m'être caché seul dans l'ombre. Quelque chose changea dans son expression. Le contrôle minutieux se fissura pour révéler l'émotion brute qui se cachait dessous. De l'espoir peut-être, ou de la faim, ou un désespoir qui correspondait à la douleur dans ma propre poitrine. Tu vas me transformer, a-t-il dit. Et cela ne ressemblait pas à un compliment. Cela ressemblait à un avertissement, à une prophétie, à une confession tirée d'un endroit profond et protégé. Tu vas me rendre doux, me faire douter, me donner envie de choses dont je me suis entraîné à ne pas avoir besoin. Bien, ai-je murmuré en regardant ses yeux s'illuminer. Parce que tu vas me transformer aussi. Tu vas me rendre courageuse. Tu vas me rendre forte. Tu vas faire de moi quelqu'un qui peut se tenir dans la lumière plutôt que dans l'ombre. Le baiser, lorsqu'il est venu, n'était pas doux. C'était 3 années de chagrin, de désir et de faim désespérée comprimées en un seul point de contact. Sa bouche s'emparait de la mienne avec une possessivité qui aurait dû me terrifier, mais qui me donnait plutôt l'impression de rentrer à la maison. Sa main s'en mêlait dans mes cheveux blonds, inclinant ma tête en arrière pour approfondir le baiser. Et je répondis avec la même ferveur, mes doigts s'agrippant ses épaules, son cou, tout ce qui pouvait le rapprocher de moi. Lorsque nous nous séparâmes enfin, tous deux haletants, son front reposa contre le mien, ses yeux bleus glaciers me captivant. Nous avons 4 jours, dit-il d'une voix rauque. 4 jours avant que je ne retourne sur le territoire de la meute et que je reprenne mon trône. 4 jours pour planifier, préparer, transformer le retour d'un roi mort dans quelque chose que la meute pourra accepter sans sombrer dans le chaos. Que se passera-t-il dans 4 jours? Demandai-je, même si je pensais déjà connaître la réponse.
Le rassemblement du solstice d'hiver, son sourire était assez tranchant pour couper. Quand tous les chefs de meute, tous les membres du conseil, tous les loups importants seront réunis dans la grande salle. Quand Sébastien se tiendra devant eux en tant que roi alpha et acceptera leur nouveau serment d'allégeance. Il s'est reculé suffisamment pour étudier mon visage et lisant quelque chose que je ne savais pas comment cacher. Et quand je franchirai ces portes et leur rappellerai à tous à qui ils appartiennent vraiment, cette image m'a glacé le sang et enflammé les veines. Ronin revenant d'entre les morts, reprenant le pouvoir devant toute la structure de la meute. Le chaos que cela provoquerait, les questions que cela soulèverait, la violence que cela pourrait déclencher. Y aura-t-il une contestation? Demandai-je. Sébastien va-t-il te combattre? Il n'aura pas le choix. Il y avait quelque chose de presque triste dans la voix de Ronan. Même s'il ne le veut pas, la meute l'exigera. Et l'alpha ne peut pas simplement se retirer. Pas sans paraître faible. Et dans notre monde, la faiblesse est synonyme de mort, conclus-je. Ou pire, acquiesça-t-il lentement. Je ne veux pas le tuer, Helena. Malgré tout, Sébastien fait partie de la famille. Il n'a été qu'un remplaçant, rien de plus. Mais s'il me défie devant la meute, si la fierté et la politique exigent du sang, il s'interrompit, mais je compris ce qu'il ne disait pas. Un cousin mourrait et la meute appartiendrait à celui qui survivrait. Alors nous ferons en sorte que cela n'arrive pas, dis-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Nous planifions, nous nous préparons, nous trouvons un moyen de faire en sorte que ton retour soit perçu comme un salut plutôt que comme une conquête. Nous, m'interrompis-je, réalisant ce que je venais de dire. Nous, comme si j'avais mon mot à dire dans la politique de la meute, comme si j'avais une quelconque influence sur les événements qui façonneraient le pouvoir territorial pour des générations. Mais Ronin souriait, une véritable chaleur transparaissant pour la première fois depuis le cimetière. Nous, acquiesça-t-il, et ce mot sonnait comme une promesse. À partir de maintenant, dit-il en se levant et en m'aidant à me relever, il m'emmena vers le mur couvert de cartes et de fils de conspiration. Voici les menaces restantes, dit-il en pointant des épingles rouges regroupées autour de certains noms. Des loups dont je n'ai pas pu confirmer la loyauté ou la trahison. Certains sont probablement innocents, d'autres ne le sont certainement pas, et nous avons 4 jours pour déterminer lesquels avant que je n'entre dans une pièce remplie d'ennemis potentiels. Je fixais le réseau de noms et de connexions, sentant le poids de ce que nous tentions d'accomplir s'abattre sur moi comme une chose physique. 4 jours pour préparer une résurrection. 4 jours pour empêcher une guerre civile. 4 jours pour passer d'une inconnue invisible à quelqu'un capable de se tenir aux côtés d'un roi. Par où commencer? Demandai-je. La main de Ronan retrouva la mienne. Il la serra une fois. Nous allons commencer par te préparer à ce qui t'attend. Parce que lorsque j'entrerai dans ce que décèle Helena, tu marcheras à mes côtés. Et j'ai besoin que tu sois assez forte pour survivre à ce qui va se passer ensuite. Le feu crépita bruyamment, me faisant sursauter. Dehors, le vent s'était levé, hurlant à travers les arbres, avec un son qui pouvait être un avertissement ou une invitation. Plus que 4 jours avant que tout ne change. Je levai les yeux vers le roi mort qui n'était pas mort. Vers l'homme qui m'avait vu alors que je pensais être invisible. Vers l'alpha qui m'avait choisi pour des raisons que je ne comprenais toujours pas entièrement. Préparez-moi, dis-je. Et son sourire en réponse me promit qu'il le ferait, quel qu'en soit le prix, pour nous deux. Les 3 jours suivants se confondirent dans un brouillard de préparatifs qui me laissèrent épuisé, terrifié et d'une certaine manière plus vivante que je ne m'étais jamais senti. L'idée de Ronan pour me préparer impliquait bien plus que ce que j'avais anticipé. Le premier matin, je me réveillais dans la petite chambre de la cabane. Il avait insisté pour que je la prenne tandis qu'il occupait le canapé, et je le trouvais déjà éveillé. Des cartes étaient étalées sur la table de la cuisine, et le café qui coulait avait une intensité amère qui correspondait à son expression. « Le conseil va te tester », m'a-t-il dit sans préambule, alors que je sortais, encore enveloppé dans la couverture qu'il m'avait donnée. « Pas physiquement. Tu es trop manifestement plus faible que la plupart des loups pour que cela prouve quoi que ce soit. Mais ils testeront tes connaissances, ton sang-froid, ton droit à occuper la place qui sera la tienne. » Je me suis servi du café avec des mains tremblantes, le froid de ce matin de novembre s'infiltrant à travers les murs de la cabane malgré le feu qu'il avait rallumé. Que dois-je savoir? Tout. Il poussa une pile de papier vers moi. Des généalogies, des cartes territoriales, des documents de traité,
L'histoire des meutes remontant à plusieurs siècles. Les meutes du Nord ont des hiérarchies complexes, de vieilles rancunes, des alliances qui changent à chaque génération. Sébastien a simplifié les choses, essayé de rendre la structure plus démocratique. Son ton indiquait clairement ce qu'il pensait de cette approche. Mais les vieux loups se souviennent de comment c'était avant. Ils s'attendront à ce que tu t'en souviennes aussi. Je me suis donc mise à étudier. Le premier jour, Ronan m'a fait travailler pendant des heures sur les lignées des meutes, sur les familles qui détenaient tel ou tel territoire, sur le réseau complexe de dettes, d'honneurs et d'insultes qui régissait la société des loups. Sa méthode d'enseignement était implacable. Il me posait une question, attendait ma réponse, puis soit l'approuvait, soit m'expliquait en détail pourquoi j'avais tort et ce que la bonne réponse révélait sur la politique de la meute. La meute Crescent Moon contrôle les forêts de l'Est, ai-je récité lors d'un de ces quiz rapides, la tête me tournant à cause de la surcharge d'informations. Leur alpha est Vincent Cross, qui a 3 fils et 2 filles. Le fils aîné, Cameron, est fiancé à la fille de l'Alpha Silver Pine, ce qui a créé une alliance qui menace l'équilibre territorial, m'a interrompu Ronan, car Silver Pine contrôle les cols de montagne et Crescent Moon contrôle les routes commerciales. Ensemble, ils pourraient étrangler notre économie s'ils le voulaient. Il s'est penché en arrière, m'étudiant avec une intensité déconcertante. Que vas-tu faire à ce sujet? J'ai bafouillé, mon cerveau fatigué peinant à établir des liens. Je ne sais pas. Les séparer d'une manière ou d'une autre, rompre les fiançailles. Trop évident. Il s'y attendrait et cela ferait des deux meutes des ennemis. Il se leva et se dirigea vers les cartes accrochées au mur avec cette énergie fébrile qui semblait le consumer lorsqu'il restait immobile trop longtemps. Tu crées une meilleure option, le deuxième Fils, Garrett. Il est ambitieux, intelligent, actuellement gâché dans l'ombre de son frère. Tu l'élèves. Tu lui donnes son propre territoire, taillé dans les terres neutres. Tu le rends suffisamment puissant pour que les fiançailles de Cameron apparaissent soudainement comme un handicap pour la meute de Crescent Moon plutôt que comme un atout. L'élégance de cette stratégie me donna le vertige. Tu l'as déjà fait, n'est-ce pas? Il y a 2 ans, un sourire fantomatique. Garrett contrôle désormais le passage nord et doit entièrement sa position à moi. Quand je reviendrai, il se souviendra de cette dette. Ses yeux rencontrèrent les miens à travers la petite pièce. C'est ainsi que l'on survit dans la politique des meutes. Helena, pas par la force, mais par la stratégie. En comprenant ce que les gens veulent et en devenant celui qui peut le leur donner ou le leur retirer, murmurai-je, comprenant enfin. Le deuxième jour, mes études avaient dépassé le simple cadre des faits. Marcus est arrivé vers midi, un loup d'une 40aine d'années aux cheveux foncés striés de gris et aux cicatrices qui racontaient les batailles qu'il avait survécues. Il m'a regardé avec un scepticisme non dissimulé, son regard cataloguant chaque faiblesse avant même qu'il n'ait prononcé un mot. « C'est ce que tu apportes au solstice » demanda-t-il à Ronan, sans prendre la peine de baisser la voix ou de faire semblant que je n'étais pas là. Une femme de rang inférieur qui semble pouvoir être brisée par un simple coup de vent. Je me hérissais, mais la main de Ronan sur mon épaule me fit taire. Cette Ronan, dit-il calmement mais dangereusement, s'appelle Helena Winters et elle sera à mes côtés lorsque je reprendrai mon trône. Cela te pose-t-il un problème? Le titre prononcé avec une autorité absolue fit instinctivement se redresser Marcus. Pendant un instant, la tension crépita entre les deux hommes. Une bataille silencieuse de volonté que je ne pouvais qu'observer. Puis Marcus baissa les yeux, exposant sa gorge en signe de soumission. « Non, mon roi. »« Bien. » La main de Ronan serra mon épaule une fois avant de la relâcher, puis apprends-lui ce qu'elle doit savoir sur les loups qui voudront sa mort. Ce qui suivit fut peut-être plus brutal que les leçons théoriques. Marcus me présenta tous les acteurs majeurs de la politique de la meute, avec une précision clinique, détaillant non seulement leurs positions et leurs allégeances, mais aussi leurs vendettas personnels, leurs faiblesses, leurs méthodes pour attaquer les menaces perçues. Victoria Blackthorne, dit-il en montrant une photo épinglée au mur des conspirations. Une louve magnifique aux cheveux couleur nuit et aux yeux couleur ambre. Elle voulait être reine avant la mort supposée de Ronan. Elle est actuellement la conseillère la plus fiable de Sébastien, ce qui en dit long sur ses compétences politiques. Elle te considérera comme une rivale et elle ne se battra pas à la loyale. Comment va-t-elle s'y prendre?
demandai-je, m'efforçant d'étudier la photo, de mémoriser le visage de celle qui allait devenir mon ennemi social. Le ton de Marcus était neutre. Elle répandra des rumeurs, remettra en question ta lignée, fera des blagues sur le fait que Ronan a choisi la faiblesse plutôt que la force. Il ne te défiera jamais directement, car cela te donnerait une légitimité. Au lieu de cela, elle te fera te sentir si malvenu, si scruté, si petite que tu voudras disparaître de ton propre chef. Cette description me touchait de trop près. J'avais passé toute ma vie à essayer de disparaître, à éviter précisément ce genre d'attention. Et comment contrer cela? Tu ne fais rien. Ronan écoutait depuis l'endroit où il s'occupait d'autres préparatifs, mais il leva les yeux, le regard intense. Tu la laisses faire le pire et tu restes là quand même. Tu souris quand elle t'insulte. Tu la remercies de son intérêt quand elle remet en question ta valeur. Et tu ne lui laisses jamais voir qu'elle t'a affecté. On dirait que j'ai dégluti. Ça semble impossible. Ça l'est. Marcus acquiesça sans détour pour la plupart des loups. Mais tu n'es pas comme la plupart des loups, n'est-ce pas? Tu as survécu à des années d'invisibilité en développant une armure que les autres ne peuvent pas voir. Maintenant, tu dois juste transformer cette armure de dissimulation en bouclier. Il donnait l'impression que c'était simple. Ça ne l'était pas. L'après-midi du deuxième jour, ils mirent la théorie en pratique. Marcus joua le rôle de Victoria tandis que Ronnie observait, les bras croisés, le visage impassible. Le second était vicieux dans son imitation, lançant des insultes avec une précision chirurgicale. Chacune était conçue pour trouver et exploiter mes insécurités les plus profondes. Je suis désolé, je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés, dit la Victoria de Marcus avec une fausse douceur, mais je suppose que ce n'est pas surprenant. J'ai tendance à ne pas remarquer les loups dont la lignée est si diluée qu'ils sont à peine considérés comme des membres de la meute. Mon visage brûlait, mais je me forçais à sourire. Nous n'avons pas été officiellement présentés. Je suis Elena Winters, et vous avez raison. Ma lignée est diluée. Cela m'a donné une perspective unique sur la dynamique de la meute que les loups de sang pur ne perçoivent parfois pas. Marcus haussa un sourcil, sortant partiellement de son personnage. Pas mal. Mais elle ne s'arrêtera pas là. Bien sûr que non, murmurai-je. Il continua sans relâche, comme c'est fascinant que Ronan vous ait choisi. Mais je suppose qu'après 3 ans de mort, ces critères ont peut-être changé. Celui-là me fit plus mal. Cela sous-entendait que j'étais de second ordre. Un choix fait par désespoir plutôt que par désir. Je jetai un coup d'œil à Ronin et le vis observer la scène avec un calme déconcertant, sans rien me laisser transparaître. Je ne peux imaginer à quel point ces 3 années ont été difficiles pour tout le monde, dis-je prudemment, renvoyant l'insulte à son auteur. Nous avons tous dû nous adapter, n'est-ce pas? Certains d'entre nous sont simplement plus adaptables que d'autres. Ronan a tressailli. Marcus a même souri. Elle va te détester pour ça, m'a-t-il dit en abandonnant son jeu, mais elle te respectera aussi un peu, ce qui l'empêchera peut-être de te sauter à la gorge. Le 3e jour, Iris est arrivée, la sorcière qui avait maintenu le charme mortel de Ronan. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être la trentaine, avec des cheveux cuivrés et des yeux qui en avaient trop vu. Elle m'étudia avec le même scepticisme que Marcus, mais le sien semblait plus profond, plus fondamental. « Tu n'es pas assez forte, dit-elle sans détour après m'avoir observé pendant 5 minutes. Ton loup est faible, ta magie est en sommeil, ton corps est mou. N'importe quelle femelle alpha pourrait te mettre en pièces. »« Je sais, répondis-je, fatigué de me défendre, fatigué des justifications, mais je suis là quand même. »« Pourquoi? » Iris s'approcha, le regard inquisiteur. « Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourras survivre à ce qui t'attend? » Je regardais derrière elle, là où Ronan travaillait à la table. Il semblait concentré sur des documents, mais je savais qu'il écoutait chaque mot. « Parce que quelqu'un m'a enfin vu, » dis-je doucement, « et je préfère mourir visible que vivre invisible. » Iris resta silencieuse pendant un long moment, puis elle tendit la main et posa ses doigts sur mon front avec une chaleur surprenante. « Tu as du pouvoir, dit-elle, et elle ne semblait pas s'en réjouir. « Il est dormant, oui, mais il est là. Ta lignée n'est pas aussi diluée que tu le penses. La magie est simplement enfouie plus profondément. Je peux la réveiller, mais ce ne sera pas agréable. »« Fais-le, dis-je avant de pouvoir changer d'avis. Ce qui suivit fut 3 heures de la douleur la plus intense que j'avais jamais connue. Iris travailla méthodiquement, utilisant des herbes, des incantations
et des gestes qui me donnaient l'impression que du feu courait dans mes veines, brûlant tout ce qui empêchait ma louve de grandir et cachait ma magie. Ronan me soutint pendant le pire. Ses bras étaient la seule chose qui me maintenait au sol, alors que mon corps essayait de rejeter la transformation. Quand cela prit fin, je m'effondrais contre lui, tremblante et nauséeuse, mais différente, plus légère, plus claire. Je pouvais désormais sentir ma louve, la sentir vraiment. Pas le faible écho auquel je m'étais habitué, mais quelque chose avec des crocs, de la force, une présence. C'est mieux, a déclaré Iris en rangeant son matériel. Tu n'es pas encore assez forte pour défier les femelles de haut rang. Mais au moins, tu n'auras plus l'air d'une proie. La main de Ronin a caressé mes cheveux trempés de sueur, un geste tendre qui contrastait avec l'image de prédateur que tout le monde voyait en lui. « Repose-toi, murmura-t-il contre ma tempe. Demain, c'est le solstice. Demain, tout changera. » Cette nuit-là, je ne pus dormir. La cabane me semblait trop petite, les murs trop proches. Le poids de ce que demain allait apporter m'écrasait jusqu'à m'empêcher de respirer. Je trouvais Ronan dehors, sous le porche, fixant l'obscurité avec ce terrible calme qui signifiait que son esprit était à des kilomètres de là. « Des doutes ?» demandai-je doucement, en m'approchant pour me tenir à ses côtés. Il ne m'a pas regardé, son regard fixé sur quelque chose dans la forêt que je ne pouvais pas voir. « Je te demande d'entrer dans une pièce remplie de loups qui voudront te voir partir, de te tenir aux côtés d'un roi qu'il croit être un fantôme, de m'aider à reconquérir un trône qui ne vaut peut-être pas le sang qu'il coûtera. » Sa mâchoire s'est crispée, et je ne peux pas te promettre que je pourrai te protéger de tout cela. Je sais, alors tu es plus courageux que moi. Je me suis tourné vers lui. J'ai attendu qu'il me regarde, ou plus stupide, mais j'ai passé toute ma vie à faire attention, à être prudente, à être invisible. Et où cela m'a-t-il mené, seul, à pleurer quelqu'un que je n'ai jamais vraiment connu, piégé dans une demi-vie qui ne valait pas la peine d'être vécue. J'ai pris sa main, entrelacé nos doigts, au moins de cette façon. Si je tombe, je tomberai pour quelque chose qui compte. Il m'a attiré contre lui, m'enlaçant avec une intensité désespérée. « Je vais faire de toi une cible », m'a-t-il murmuré dans les cheveux. « Je vais peindre une marque sur ton dos que tous mes ennemis viseront, et je suis assez égoïste pour le faire quand même, parce que l'idée d'entrer dans cette salle sans toi est pire que toutes les autres peurs que je porte en moi. »« Alors nous sommes tous les deux égoïstes, murmurai-je, parce que je ne te laisserai pas entrer là-bas seul. » Nous restâmes ainsi longtemps, enlacés, enveloppés par le froid de novembre, tandis que quelque part dans la forêt, les loups hurlaient pour saluer la lune presque pleine. Demain, cette lune atteindrait son apogée. Demain, le rassemblement du solstice amènerait tous les loups importants dans la grande salle. Demain, un roi mort se lèverait et la femme qui avait pleuré sur sa tombe se tiendrait à ses côtés. Demain, tout changerait. Mais ce soir, pour ces dernières heures d'anonymat, de sécurité, de préparation, ce soir, nous nous avions l'un l'autre, l'obscurité et la certitude que nous avions choisi cette voie ensemble. Au diable les conséquences. « Elena », dit Ronan doucement, la voix rauque d'émotion. Il la gardait généralement enfouie. « Quoi qu'il arrive demain, quoi qu'il arrive après, je veux que tu saches que tu m'as déjà sauvé. Tu m'as donné une raison de revenir qui n'a rien à voir avec le devoir, la vengeance ou le pouvoir. Tu m'as rappelé ce que signifie vouloir quelque chose juste pour moi-même. Je m'écartais suffisamment pour croiser son regard et y vise une vulnérabilité que le puissant roi Alpha ne montrerait jamais à personne d'autre. Alors sauve-moi à ton tour, dis-je. Montre-moi ce que signifie être assez courageux pour se montrer. » Son baiser fut plus doux cette fois, respectueux, une promesse scellée dans l'obscurité. Et lorsque nous rentrâmes enfin à l'intérieur, lorsque je m'allongeai dans la petite chambre, sachant que le sommeil ne viendrait pas, je sentis le poids du lendemain s'abattre sur moi comme une armure. 4 jours de préparation condensés en une vérité finale. J'étais sur le point de devenir soit une reine, soit un exemple à ne pas suivre. Dans tous les cas, je ne serai plus jamais invisible. La grande salle brillait de 1000 feux et débordait de vie. Toutes les torches étaient allumées, toutes les surfaces polies à la perfection pour la réunion du solstice d'hiver. Je me tenais dans l'ombre de l'entrée latérale avec Ronin, Marcus nous flanquant comme un gardien silencieux, et j'essayais de me rappeler comment respirer. À travers la porte entr'ouverte,
Je pouvais voir des centaines de loups entassés dans l'immense espace, les alphas et leurs compagnons, les membres du conseil dans leurs robes officielles, les agences de sécurité positionnées stratégiquement autour du périmètre, les membres de rang inférieur de la meute remplissant les galeries au-dessus. L'air vibrait de puissance et d'anticipation. L'énergie collective de tant de prédateurs dans un même espace faisait gémir nerveusement ma louve nouvellement éveillée. Sébastien parlera en premier, murmura Ronan, sa main posée sur le creux de mon dos, m'ancrant au sol. Il acceptera les nouveaux serments, remerciera la meute pour sa loyauté, fera des promesses pour l'avenir. La cérémonie standard du solstice. Nous attendrons qu'il ait terminé, que le moment soit passé. Ses yeux bleus glaciers rencontrèrent les miens dans le couloir sombre. Ensuite, nous entrons, et le monde prend fin, murmurai-je. Il esquissa un sourire. Ou recommence. À l'intérieur, Sébastien avait pris place sur l'estrade surélevée, au centre de la salle, debout sous l'ancienne bannière de la meute, un loup argenté sur fond noir, les yeux soulignés de saphir qui reflétaient la lumière des torches. Il avait tout d'un roi alpha. Je lui accordais cela. Grand, imposant, ses cheveux blonds foncés parfaitement coiffés, sa tenue formelle soulignant ses larges épaules et l'autorité soigneusement cultivée qu'il avait acquise au cours des 3 dernières années. Mais à ses côtés se tenait Victoria Blackthorne, resplendissante dans une robe cramoisie qui la faisait ressembler à une flamme vivante. Et la manière possessive dont Sébastien lui effleurait parfois le bras en disait long sur une histoire dont j'ignorais l'existence. Ils sont ensemble, murmurai-je, comprenant enfin. C'est pour cela qu'elle est sa conseillère la plus proche. Depuis 2 ans maintenant, confirma René d'une voix soigneusement neutre, ce qui complique les choses. Elle ne défendra pas seulement sa propre position lorsque nous entrerons là-bas, elle défendra aussi la sienne. Marcus se pencha vers moi. Le conseil n'approuve pas. Ils y voient une faiblesse, un alpha influencé par un beau visage. Mais Sébastien ne changera pas d'avis. Je regardais Victoria sourire à Sébastien, y vis une affection sincère sous les calculs politiques et sentis quelque chose se tordre dans ma poitrine. Ils étaient amoureux et nous étions sur le point de détruire leur monde. Mérite-t-il cela? Demandai-je doucement, sans être sûr de vouloir la réponse. Sébastien a été un bon alpha, n'est-ce pas? Il a maintenu la paix, préservé les alliances, évité la guerre. C'est un administrateur compétent, dit Ronan, son ton soulignant clairement la distinction. Mais les bons alphas ne laissent pas les traîtres infiltrer leurs conseils. Ils ne craignent pas de vulnérabilité par des attachements émotionnels. Il s'interrompit, serrant les mâchoires. Ils ne laissent pas leur meute s'affaiblir. À l'intérieur, Sébastien avait commencé à parler, sa voix portant facilement dans l'acoustique de la salle. Il y a 3 ans, nous avons perdu notre roi. Il y a 3 ans, les pactes du Nord ont connu l'horreur la plus sombre, et beaucoup pensaient que nous ne survivrions pas, murmura la foule en signe d'approbation. Une vague de chagrin passé traversa les loups rassemblés. Mais nous avons survécu, continua Sébastien, sa voix devenant plus forte. Nous nous sommes adaptés. Nous avons reconstruit. Nous avons prouvé que la force ne vient pas d'un seul loup, aussi puissant soit-il, mais de la meute unie. Et ce soir, en cette nuit la plus longue, je me tiens devant vous pour vous dire que notre avenir est radieux, nos territoires sécurisés, nos alliances solides, des applaudissements sincères et chaleureux ont rempli la salle. Ces loups croyaient en lui. Ils l'avaient suivi à travers la crise et en étaient une sortie indemne. Nous allons leur briser le cœur, et je dis, cette prise de conscience me glaçant le sein. La main de Ronan s'est resserrée sur mon dos. Nous allons leur sauver la vie. La douceur de Sébastien a créé des vulnérabilités qu'ils ne voient même pas. Les intérêts étrangers qui ont tenté d'acheter nos territoires n'ont pas abandonné. Ils sont simplement devenus plus discrets, plus insidieux. Dans 1 an, peut-être 2, ils auront suffisamment de membres du Conseil pour évincer Sébastien. Ou pire encore, son regard était d'acier. Je ne laisserai pas cela arriver. Marcus regarda sa montre. 2 minutes. Les semences sont les prochains, puis la bénédiction finale. Après cela, nous leur rappelons à qui ils appartiennent vraiment. Ronan a terminé. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine tandis que je regardais Sébastien accepter le premier serment. Un alpha territorial s'approchait de la plateforme pour promettre sa loyauté et ses ressources. Les autres suivirent, un par un. Le rituel était ancien, sacré.
contraignant. À chaque serment prononcé, je sentais le poids de ce que nous étions sur le point d'interrompre devenir plus lourd. Ce n'était pas seulement des déclarations politiques. C'étaient des loups qui vouaient leur vie, leur famille, leur avenir à l'alpha en qui ils croyaient. Et nous étions sur le point de leur dire que tout cela reposait sur un mensonge. Je ne peux pas faire ça, murmurai-je, prise de panique. Ronan, je ne peux pas. Il se tourna vers moi, ses mains venant encadrer mon visage, me forçant à croiser son regard. Si tu peux, car il ne s'agit pas de détruire ce que Sébastien a construit. Il s'agit de le protéger. Ces loups méritent un roi assez fort pour voir les menaces qu'il ne peut pas voir, assez impitoyable pour les éliminer avant qu'elles ne frappent, assez puissant pour que les intérêts étrangers n'osent même pas essayer. Son pouce effleura ma pommette, et il mérite une reine assez courageuse pour se tenir dans la lumière, même quand il serait plus facile de se cacher. Je ne suis pas une reine, protestai-je. Pas encore. Son sourire était vif, dangereux, magnifique, mais tu le deviendras. À l'intérieur, le serment final était prononcé, la voix d'un membre âgé du conseil tremblant d'émotion, alors qu'il jurait fidélité jusqu'à la mort. La foule était silencieuse, respectueuse. La solennité du moment captivant tout le monde. Maintenant, dit Ronan. Marcus poussa la porte pour l'ouvrir complètement, le mouvement et le bruit soudain attirant immédiatement l'attention. Les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent, et dans ce silence choqué, Ronan Gray réintégra un monde qui l'avait pleuré comme s'il était mort. Il se déplaçait avec la même grâce prédatrice dont je me souvenais, mais il y avait maintenant quelque chose de plus, une autorité si absolue qu'elle semblait courber l'air même autour de lui. Les loups s'écartèrent instinctivement, créant un passage vers la plateforme où Sébastien se tenait figé, le visage passant tour à tour du choc à l'incrédulité, puis à quelque chose qui aurait pu être de la joie avant que le calcul politique ne prenne le dessus. Je suivais 2 pas derrière et à la droite de Ronan, la position que Marcus m'avait inculquée, suffisamment proche pour montrer notre unité, mais suffisamment éloignée pour montrer mon respect pour son autorité. Tous les yeux dans la salle suivaient nos progrès, et je pouvais sentir le moment où ils me remarquèrent, les chuchotements commençant à se propager comme une traînée de poudre dans l'herbe sèche. Qui est-elle? Pourquoi est-elle avec lui? Est-ce Helena Winters? Le visage de Victoria était devenu blanc, ses yeux ambrés écarquillés d'une émotion que je ne pouvais nommer. Elle se rapprocha de Sébastien, protectrice, et je vis sa main descendre vers l'endroit où une lame pouvait être dissimulée sous sa robe de cérémonie. Nous atteignîmes la plateforme. Ronan se tenait à sa base, levant les yeux vers son cousin, avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Le silence était devenu absolu. Des centaines de loups retenaient leur souffle. « Bonjour, Sébastien, » dit Ronan, sa voix portant sans effort à travers la salle. « J'espère que je ne suis pas trop en retard pour renouveler mon propre serment. » Le choc se brisa comme un barrage. Des voix éclatèrent de tous les coins. Des questions, des accusations, des demandes d'explications. Plusieurs loups se transformèrent partiellement, leur instinct prenant le dessus sur leur contrôle, l'air se remplissant d'une odeur musquée d'agressivité et de peur. Sébastien leva la main, et peu à peu, le bruit s'apaisa. Son visage avait retrouvé une neutralité prudente, mais je pouvais voir son esprit travailler frénétiquement derrière ses yeux. « Ronan, dit-il, sa voix ne tremblant que légèrement. Nous t'avons enterré, nous t'avons pleuré. J'ai accepté la couronne parce que tu étais mort. » Je sais que le ton de Ronan était presque doux, et je suis désolé pour cette tromperie. Mais elle était nécessaire pour débusquer les conspirateurs qui avaient infiltré notre conseil, nos territoires, la structure même de notre meute. Des conspirateurs qui auraient détruit tout ce que notre lignée avait construit si je les avais combattus ouvertement. Des murmures parcoururent à nouveau la foule. Je vis les membres du conseil échanger des regards. J'ai vu certains loups commencer à se diriger vers les sorties. Les assassins qui m'ont attaqué il y a 3 ans n'étaient pas des ennemis au hasard, a poursuivi Ronan, la voix durcissant. Ils ont été engagés par des loups présents dans cette hall même. Des loups qui siègent à notre conseil, qui détiennent nos territoires, qui m'ont souri en face tout en complotant pour vendre nos terres morceau par morceau à des intérêts étrangers. C'est une accusation grave, a dit Sébastien avec prudence. Avez-vous des preuves? J'ai 17 cadavres. La désinvolture avec laquelle Ronan prononça ces mots glacèrent l'assemblée. 17 conspirateurs que j'ai traqués, affrontés et éliminés au cours des 3 dernières années.
Leurs crimes sont documentés, leurs aveux enregistrés, leur trahison incontestable. Il sortit un dossier de son manteau et le brandit. Tout est là, les noms, les dates, les transactions, les preuves d'échange d'or étranger contre l'accès au territoire. La main de Sébastien tremblait lorsqu'il tendit le bras vers le dossier. Mais avant qu'il ne puisse le prendre, Victoria s'avança, son épée soudainement visible, se positionnant entre Sébastien et Ronin avec une grâce mortelle. « Pratique », dit-elle d'une voix aussi froide que la glace hivernale. Le roi défunt revient avec des accusations contre des loups qui ne peuvent se défendre, car il les a déjà exécutés. Comment savoir si vous n'avez pas simplement éliminé tous ceux qui remettaient en question vos méthodes? Comment savoir si vous n'êtes pas la véritable menace? L'énergie de la foule changea. Les loups prenaient une partie sans même s'en rendre compte. Je vis Marcus se crisper à côté de nous. Je vis les agences de sécurité dans toute la salle se mettre en position stratégique. Cela pouvait très vite mal tourner. Ronin ne regarda même pas Victoria. Son regard resta fixé sur Sébastien, et lorsqu'il parla, sa voix était empreinte d'une certitude absolue. « Tu sais, cousin, tu l'as senti. Les mauvais choix qui t'ont été imposés, les conseils qui servaient les intérêts d'autres personnes plutôt que ceux de la meute, la pression subtile pour conclure des alliances qui affaiblissaient notre position plutôt que de la renforcer. » Il fit une pause. « Tu es un homme bon, Sébastien, mais les hommes bons ne font pas toujours de bons rois. » Le visage de Sébastien se crispa légèrement, la douleur transparaissant derrière son masque politique. « Tu m'as laissé croire que tu étais mort. Tu m'as laissé pleurer ta perte. Tu m'as laissé lutter. Tu m'as laissé prendre une couronne que je n'ai jamais voulu. Tout cela pendant que tu jouais au bourreau et au juge. » « Oui, » répondit simplement Ronin. « Parce que la meute avait besoin d'un roi qu'elle pouvait voir pendant que je chassais les monstres qu'elle ne pouvait pas voir. Et parce que j'avais besoin de savoir qui resterait loyal lorsque le loup le plus fort serait parti. » Son regard balaya la salle, cataloguant chaque visage, chaque réaction. Certains d'entre vous ont prouvé leur honneur, d'autres... Son regard s'arrêta sur certains loups dispersés dans la foule, et je vis plusieurs d'entre eux tressaillir. D'autres ont révélé exactement ce que vous valiez. « C'est de la folie », cracha Victoria. « Tu ne peux pas simplement débarquer ici après 3 ans et exiger. Je n'exige rien. » La voix de Ronin trancha la sienne comme une lame. « Je réclame ce qui m'appartient de droit par le sang, par la force et par le service rendu à cette meute. Mais je ne suis pas Sébastien. Je ne me contenterai pas de paroles et de manœuvres politiques. » Il regarda enfin Victoria, et son sourire était carnassier. « Si tu veux me défier, femelle, je t'affronterai tout de suite, même si nous savons tous les deux comment cela se terminerait. » La main de Victoria se crispa sur sa lame, mais elle ne bougea pas. Elle ne pouvait pas bouger. La différence de pouvoir entre eux était trop grande, et tous les loups présents dans la salle y pouvaient le sentir. Non. Le regard de Ronin se reporta sur Sébastien. Alors peut-être que l'Alpha voudrait rendre le défi officiel. Sébastien se tenait là, le dossier entre les mains, l'air angoissé. La salle retint à nouveau son souffle, attendant de voir si cela se terminerait dans le sang ou par une capitulation. « Je ne veux pas me battre contre toi, » dit Sébastien doucement. « Tu es ma famille. »« Tu es, » dit-il en déglutissant péniblement. « Tu es mon roi. Tu l'as toujours été. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de chagrin, de soulagement et de résignation. « Mais ils l'exigeront, » continua Sébastien en désignant la foule. « Ils verront cela comme une faiblesse si je me retire. Certains d'entre eux pourraient même te défier eux-mêmes s'ils pensent que tu t'es adouci pendant ton absence. Qu'ils essayent. » La voix de Ronin était de faire envelopper de soi. « J'ai tué 17 conspirateurs en 3 ans. Qu'est-ce que quelques challengers de plus? » Un mouvement dans la foule. Un homme de grande taille s'avança, ses vêtements formels contenant à peine les muscles qui se cachaient dessous. Je le reconnus grâce à mes études. Vincent Cross, le chef de la meute du Croissant de Lune, père des fils que Ronin avait mentionnés comme étant manipulés. « Je te défie, » dit Vincent, sa voix portant pour le droit de remettre en question ta revendication, d'examiner tes soi-disant preuves, de déterminer si tu es apte à diriger ou si tu n'es qu'un fantôme avec des illusions. La salle s'embrasa à nouveau, la moitié soutenant le défi, l'autre moitié le qualifiant de trahison. Je sentis la main de Ronin trouver la mienne. Une pression. Pour me rassurer ou me dire adieu, je ne saurais le dire. « Acceptez, » dit Ronan calmement.
comme si Vincent ne venait pas de le défier au péril de sa vie. Il se tourna vers moi, ses yeux bleus glaciers fixant les miens pendant un long moment. Attends ici, Ronan, fais-moi confiance. Il lâcha ma main et commença à retirer son manteau avec des gestes délibérés. Cela ne sera pas long. Marcus s'approcha de moi tandis que Ronan se dirigeait vers le centre de la salle où Vincent était déjà en train d'enlever sa chemise, révélant un physique taillé pour le combat. Devrions-nous nous inquiéter? Murmurai-je. Seulement si tu penses que Vincent ait appris à se battre au cours des 3 années qui se sont écoulées depuis que Ronan a tué 14 loups en une seule nuit, répondit Marcus d'un ton sec. C'est du théâtre, Helena. Du théâtre nécessaire pour établir sa domination, mais du théâtre quand même. Le combat, lorsqu'il commença, fut brutal et efficace. Vincent se jeta sur son adversaire avec l'assurance d'un loup qui avait remporté des dizaines de défis. Sa taille et sa force constituaient des avantages évidents. Mais Ronan se déplaçait comme de l'eau, comme une ombre, comme quelque chose qui existait entre deux instants. Il évita les attaques de Vincent avec un minimum d'effort, ne prenant même pas la peine de riposter jusqu'à ce que le loup plus imposant soit à bout de souffle, la frustration le rendant négligent. C'est alors que Ronan frappa. J'avais lu des articles sur son style de combat, j'avais entendu des histoires, mais le voir de mes propres yeux était tout autre chose. 3 mouvements, un coup faible, un coup à la gorge qui ne toucha pas tout à fait sa cible, mais fit tressaillir Vincent, et un balayage qui envoya le grand loup s'écraser sur le sol en pierre avec suffisamment de force pour le fissurer. La main de Ronan enserra la gorge de Vincent, ses griffes suffisamment sorties pour tracer de fines lignes cramoisies, ses yeux brillants d'une domination qui fit instinctivement baisser le regard de tous les loups présents dans la salle. « Soumets-toi, Emile, dit Ronan calmement. Ou meurs, choisis vite. » La réponse de Vincent fut un halètement étouffé de capitulation, sa gorge entièrement soumise, ce qui ne pouvait être mal interprété. Ronan le relâcha, se leva, sans même se retourner alors que Vincent s'éloignait précipitamment. Son regard balaya la salle, s'arrêtant sur chaque alpha, chaque membre du conseil, chaque loup important. « Quelqu'un d'autre? » demanda-t-il d'un ton conversationnel. Silence. Un silence absolu et terrifié. « Bien. » Ronan revint vers moi, me reprit la main comme si de rien n'était, comme s'il venait de rappeler à tout le monde pourquoi il le craignait tant. Alors, finissons-en. Il se tourna vers Sébastien, qui se tenait toujours sur l'estrade, paraissant plus petit, diminué par la présence de Ronan. « Je reprends mon trône, cousin. Mais je ne le prends pas par la force, pas à toi. Tu as maintenu la meute en vie alors qu'elle avait besoin de stabilité. Pour cela, tu as ma gratitude et mon respect. » Sa voix s'adoucit légèrement. « Cède-le de ton plein gré, et je veillerai à ce que tous les loups ici présents sachent que c'était un choix honorable. » Sébastien regarda Victoria, et quelque chose passa entre eux dans ce regard. Puis il regarda à nouveau Ronan, et lentement, délibérément, il s'agenouilla. « Moi, Sebastian Gray, je renonce à mes prétentions au trône du Nord, et je jure allégeance au véritable roi Alpha, Ronan Gray, revenu d'entre les morts pour protéger son peuple. » Les uns après les autres commencèrent à s'agenouiller. Marcus fut le premier, sa soumission était absolue, puis les membres du conseil qui étaient restés loyaux, puis les alphas territoriaux, même Vincent qui saignait encore de la gorge, puis les loups de rang inférieur, des centaines d'entre eux, jusqu'à ce que toute la salle soit agenouillée, à l'exception de Ronan, moi-même et une poignée de loups trop choqués pour bouger. Victoria resta debout plus longtemps, ses yeux ambrés brûlants de fureur, de chagrin et d'acceptation réticente. Finalement, elle s'agenouilla elle aussi, sans toutefois quitter Ronan des yeux. Et là, dans cette salle remplie de loups agenouillés, Ronan Gray reprit sa couronne. Il baissa les yeux vers moi, toujours debout car il n'avait pas lâché ma main. Il ne m'avait pas laissé m'agenouiller avec les autres. « Et maintenant, dit-il d'une voix qui résonna dans la salle silencieuse, je vous présente votre reine. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une force physique, et je sentis tous les regards de la salle se tourner vers moi. Vraiment, me voir? Peut-être pour la première fois, non pas comme la louve invisible de Baran qui hantait les marges des rassemblements, mais comme la femme debout aux côtés de leur roi revenu, élevée à une position qui me rendrait soit vénérée, soit détruite. Ma louve nouvellement réveillée s'agita, incertaine, mais ne se recroquevillant plus. Le pouvoir qu'Iris avait libéré vibrait sous ma peau.
Pas assez fort pour défier les femelles dominantes dans cette salle, mais assez pour me permettre de rester debout, alors que tous mes instincts me poussaient à m'agenouiller, à me cacher, à disparaître dans la sécurité de l'invisibilité. Mais j'avais promis à Ronin d'être assez courageuse pour me montrer. Alors je levai le menton, m'avançai vers les marches et sentis quelque chose changer en moi. La transformation finale de l'ombre à la lumière, de l'invisible au visible, de personne à quelqu'un qui comptait. Victoria fut la première à parler, sa voix tranchant le silence comme une lame. Tu ne peux pas être sérieux. Elle s'était relevée, abandonnant toute bienséance au profit d'une incrédulité totale. Elle n'a même pas encore fait ses valises, Ronan. Sa lignée est tellement diluée qu'elle peut à peine se transformer. Quelle qualification peut-elle bien avoir pour être reine? Elle m'a vu alors que j'étais invisible, et simplement répondu Ronan, sa main toujours enroulée autour de la mienne. Elle m'a pleuré alors que tout le monde était passé à autre chose, et elle a choisi de rester à mes côtés, sachant exactement ce que cela lui coûterait. Ses yeux bleus glaciers balayèrent la salle. C'est une qualification bien plus importante que celle que pourrait jamais offrir une lignée ou la force. C'est du sentimentalisme, rétorqua Victoria, même si je percevais le tremblement sous sa colère. La peur peut-être de perdre tout ce qu'elle avait construit. Les reines doivent être fortes, politiques, capables de compassion, l'interrompis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Toutes les têtes se tournèrent vers moi et je sentis le poids de leur attention comme une chose physique. Vous avez raison, je ne suis pas forte. Vous avez raison, ma lignée est faible. Je peux à peine me métamorphoser et selon les normes traditionnelles, je n'ai rien à faire ici. Je fis une pause, puisant du courage dans la pression de la main de Ronnie. Mais j'ai passé toute ma vie à observer cette meute depuis l'ombre. J'ai vu des choses que les loups au pouvoir ne voient pas parce qu'ils sont trop occupés à maintenir leur domination pour remarquer les vulnérabilités qui se cachent en dessous. J'ai pris une inspiration, m'engageant pleinement dans ce qui allait suivre. J'ai vu mon père se tuer à la tâche au service d'un roi qui reconnaissait à peine son existence. Et j'ai appris que la loyauté compte plus que la reconnaissance. J'ai vu ma mère mourir lentement, abandonnée par une meute qui valorise la force plutôt que la bienveillance. Et j'ai appris que la compassion n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la seule chose qui nous permet de rester humains. Mon regard s'est posé sur Sébastien, puis sur Victoria, et j'ai vu de bons loups faire de leur mieux tout en étant sapés par des traîtres. Ils faisaient une confiance, et j'ai appris que voir clairement vaut mieux que se battre avec acharnement. Le silence qui a suivi semblait différent, contemplatif plutôt qu'hostile, même si l'expression de Victoria restait orageuse. Joli, joli mot, a-t-elle dit. Mais les mots ne protègent pas les territoires, ne gagnent pas les batailles et ne protègent pas la meute lorsque les ennemis arrivent. Non, a convenu Ronin. C'est moi qui fais cela. Elena fait quelque chose d'aussi important. Elle me rappelle pourquoi ces territoires, ces batailles, cette sécurité sont réellement importants. Il a lâché ma main et s'est tourné vers les loups rassemblés avec l'autorité absolue d'un roi qui n'avait jamais vraiment cessé de régner. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans l'ombre, chassant des monstres, éliminant des menaces, et j'étais doué pour ça. Efficace, impitoyable. Mais je devenais aussi ce contre quoi je luttais. Un loup qui privilégiait le pouvoir aux personnes, qui considérait les membres de la meute comme des atouts ou des passifs plutôt que comme des vies dignes d'être protégées. Sa voix s'adoucit légèrement. Elena m'a rappelé pourquoi je me battais. Pas pour le pouvoir, ni pour la domination, ni même pour la justice, mais pour avoir la chance de construire quelque chose où les loups comme son père sont honorés pour leur loyauté, où les loups comme sa mère ne sont pas laissés mourir seuls, où la force et la compassion peuvent coexister au lieu d'être considérés comme opposés. Il s'est retourné vers moi et l'expression sur son visage m'a coupé le souffle. De la vulnérabilité, de la détermination et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Elle n'est pas reine parce qu'elle est forte. Elle est reine parce qu'elle me rend meilleur. Et si cette meute veut survivre à ce qui nous attend, nous avons besoin de chefs qui peuvent être à la fois impitoyables et bienveillants, puissants et compatissants, craints et aimés. Marcus s'avança alors, le visage marqué de cicatrices, solennel. J'ai servi Ronan Gray pendant 15 ans. Je l'ai vu tuer sans hésitation, régner sans pitié et éliminer les menaces avant même qu'elles ne se concrétisent. Et je n'ai jamais remis en question sa force ou son engagement envers cette meute. Il m'a regardé,
avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation dans les yeux. Mais en 3 jours avec Elena Winters, je l'ai vue devenir plus qu'une arme. Si elle peut faire cela, si elle peut rappeler à notre roi son humanité sans diminuer son pouvoir, alors elle est exactement la reine dont nous avons besoin. Les uns après les autres ont commencé à prendre la parole. Garrett Cross, le deuxième fils que Ronan avait élevé, promit son soutien avec un calcul évident d'avantage politique. Les membres du Conseil qui étaient restés loyaux pendant la conspiration exprimèrent leur soulagement que leur roi soit de retour. Même certains des loups de rang inférieur, d'une voix hésitante mais sincère, parlaient en des moments où je les avais aidés, remarqués, traités avec gentillesse alors que tous les autres les ignoraient. Je pensais d'être invisible, mais apparemment, certaines personnes m'avaient observé tout ce temps. Sébastien fut le dernier à prendre la parole, se levant de son genou, la main de Victoria dans la sienne, leurs doigts entrelacés dans un geste qui exprimait leur solidarité et leur chagrin partagé. Ronan, je ne vais pas prétendre que cela ne me fait pas mal. Je ne vais pas prétendre que je ne suis pas en colère à cause de la tromperie, des années passées à croire que tu étais mort, du fardeau d'une couronne que je n'ai jamais voulu. Sa voix se fit rauque. Mais je ne peux pas non plus prétendre que tu te trompes au sujet des conspirateurs, de mes faiblesses, de ce dont la meute a besoin. Il me regarda alors, vraiment, et je vis de la compréhension dans ses yeux. Elena, je suis désolé pour toutes les fois où je t'ai ignoré, toutes les réunions où tu es passé inaperçu, tous les moments où la meute n'a pas su apprécier ce que tu offrais. Si tu peux pardonner cela, si tu peux aider Ronan à construire quelque chose de mieux que ce que nous avions, alors tu as mon soutien. Le visage de Victoria était tourmenté, déchiré entre sa loyauté envers Sébastien et sa propre fierté blessée. Finalement, elle prit la parole, la voix tendue mais maîtrisée. « Je n'aime pas ça. Je ne t'aime pas, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Mais Sébastien a raison. La meute t'a laissé tomber, toi et les loups comme toi. Mais cela est peut-être, elle les déglutit péniblement. Peut-être que cela vaut la peine de changer. Ce n'était pas de l'acceptation, mais c'était un début. La cérémonie officielle qui suivit se confondit dans mon esprit. Ronan reprenant officiellement son trône. Moi étant présenté comme sa reine choisie, les serments étant renouvelés avec une nouvelle compréhension de leur signification. Lorsque le rassemblement se dispersa enfin à l'aube, j'étais épuisé, submergé, et toujours pas entièrement convaincu que je n'avais pas rêvé toute la nuit. Mais la main de Ronan resta fermement dans la mienne alors que nous quittions la grande salle. Marcus nous fraya un chemin à travers les loups qui nous regardaient désormais avec un mélange de crainte, de peur et d'espoir prudent. « Où allons-nous » demandai-je alors qu'il ne me conduisait pas vers la maison principale de la meute, mais vers les sentiers forestiers que j'avais parcourus seul tant de fois. « Quelque part où nous pourrons enfin respirer, » répondit-il. Nous avons fini par arriver dans une clairière que je n'avais jamais vue auparavant. Cachée au fond des bois du nord, où la lune filtrait à travers les pins centenaires et où l'air sentait la neige et les possibilités. Une petite cabane s'y trouvait, plus grande que la maison sécurisée, mais toujours intime. De la fumée s'élevait déjà de sa cheminée. J'ai demandé à Marcus de la préparer, expliqua Ronan, en me tirant à l'intérieur où la chaleur et la lumière du feu nous attendaient. J'ai pensé qu'après tout ce qui s'était passé, nous aurions peut-être besoin d'un endroit qui n'appartienne qu'à nous, sans politique, sans dynamique de meute, sans regard surveillant chacun de nos mouvements. J'ai regardé autour de moi, des meubles confortables, une cuisine bien approvisionnée, une chambre visible à travers une porte ouverte, et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. « C'est parfait, c'est temporaire », m'a-t-il corrigé en m'attirant vers le feu. Finalement, nous devrons retourner à la maison de la meute, nous installer dans les quartiers royaux, jouer les rôles que nous avons revendiqués. Mais pour ce soir, pour les prochains jours, je veux juste être Ronan et Elena. Pas le roi et la reine, pas l'alpha et l'oméga, juste nous, ai-je conclu, comprenant parfaitement. Il a pris mon visage entre ses mains, ses pouces traçant mes pommettes, avec une douceur qui me surprenait encore. Tu as été magnifique ce soir, courageuse et honnête, et forte d'une manière qui n'a rien à voir avec la domination ou le pouvoir. Je t'ai regardé te tenir là, refusant de te cacher, refusant de t'excuser pour ce que tu es. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais été aussi fier de quelqu'un de toute ma vie. Des larmes me brûlaient les yeux,
mais c'étaient des larmes de joie, des larmes purificatrices, libérant enfin 3 années de chagrin, de peur et de solitude. J'étais terrifié. Je sais, il embrassa mon front, mes tempes, les larmes qui coulaient sur mes joues. Mais tu es resté debout malgré tout. C'est ça le courage. Ce n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle. Je l'attirai vers moi, enfouis mon visage dans son cou, respirai son odeur de pain, de fumée et de sécurité. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Maintenant, nous allons nous reposer. Demain, nous commencerons le vrai travail. Reconstruire le Conseil, renforcer nos alliances, éliminer toutes les menaces restantes. Nous affronterons le ressentiment de Victoria et les loups traditionnels qui pensent que j'ai fait une erreur. Nous naviguerons entre les politiques de la meute et les disputes territoriales, et probablement une douzaine de défis pour nos deux positions. Ça a l'air épuisant, murmurai-je contre sa peau. Ça le sera. Il s'est suffisamment reculé pour croiser mon regard, et son sourire était sincère, chaleureux, l'expression d'un homme qui avait enfin trouvé une raison de sourire. Mais nous y ferons face ensemble, et quand cela deviendra trop accablant, quand la politique, les jeux de pouvoir, les attentes deviendront trop lourds, nous reviendrons ici, dans cet endroit où nous sommes simplement nous-mêmes, deux loups qui se sont trouvés dans un cimetière et ont décidé d'être assez courageux pour se montrer. Je l'ai alors embrassé, mettant dans ce baiser 3 années de désir, de chagrin et d'espoir. Il m'a répondu avec la même intensité, ses mains s'emmêlant dans mes cheveux blonds, son corps se pressant contre le mien, avec un besoin désespéré qui n'avait rien à voir avec la domination et tout à voir avec la connexion. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, il a posé son front contre le mien. « Je t'aime », a-t-il dit, des mots simples et bouleversants. « Je t'aimais quand je te regardais depuis l'autre bout des couloirs bondés. Je t'aimais quand j'ai dû te quitter en te laissant croire que j'étais mort. Et je t'aime maintenant parce que tu as eu le courage de te montrer à la lumière avec moi. Je t'aime aussi, lui ai-je murmuré en retour, la vérité de ces mots comblant chaque vide en moi. Même quand tu n'étais qu'un fantôme hantant mes souvenirs, même quand t'aimer signifiait pleurer quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu, même maintenant, quand t'aimer signifie devenir visible pour les loups qui veulent ma mort. Ils apprendront, dit-il avec férocité. Ils apprendront que tu ne vas nulle part, que tu es ma reine, mon égale, ma partenaire à tous les égards, et quiconque te menacera apprendra exactement pourquoi les loups craignaient Ronan Gray. Cette possessivité aurait dû me déranger. Au lieu de cela, je la ressentais comme une protection, comme le fait d'être suffisamment apprécié pour que quelqu'un se batte pour mon droit d'exister dans des espaces dont j'avais toujours été exclu. Nous sommes restés ainsi pendant longtemps, enlacés l'un à l'autre et à la lueur du feu, tandis qu'à l'extérieur, la nuit du solstice d'hiver cédait lentement la place à l'aube. La nuit la plus longue de l'année touchait à sa fin, la lumière revenait, de nouveaux départs émergeaient de l'obscurité. J'ai pensé aux paroles de ma mère, à la compassion suffisamment forte pour survivre. J'ai pensé à la loyauté de mon père, au loup invisible qui finissait par être vu, au pouvoir de choisir le courage plutôt que la sécurité. Et j'ai pensé à la fille qui avait pleuré sur la tombe d'un roi, sans savoir qu'il la regardait, sans imaginer qu'un jour elle se tiendrait à ses côtés en tant que reine. Cette fille avait disparu, transformée en quelqu'un qui pouvait affronter sans broncher la rancœur de Victoria, le regard scrutateur du conseil et les attentes de la meute. Quelqu'un qui comprenait qu'être vu signifiait être vulnérable, mais que cette vulnérabilité exprimée honnêtement était une force en soi. « Elena » murmura Ronan en m'entraînant vers la chambre avec une douce insistance. « Repose-toi. Demain, nous affronterons la meute en tant que roi et reine. Mais ce soir, nous n'appartenons qu'à nous-mêmes. » Je le laissais me guider. Je le laissais me serrer dans ses bras, alors que nous nous allongions ensemble dans le lit moelleux. Ses bras enroulés autour de moi comme un bouclier contre tout ce qui nous attendait à l'extérieur de cette cabane. Ce moment, cette paix temporaire parfaite, merci, murmurai-je dans l'obscurité, de me voir, de me donner de l'importance. Tu as toujours eu de l'importance, dit-il contre mes cheveux. Je t'ai juste donné une scène assez grande pour que tout le monde remarque ce que j'avais toujours vu. Et alors que le sommeil m'envahissait enfin en sécurité, au chaud et aimé d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible, je souris. La fille invisible était devenue une reine.
et le roi mort était revenu à la vie. Ensemble, nous affronterions tout ce qui nous attendait. La politique et les défis et les loups qui ne nous accepteraient jamais. Mais nous y ferions face en tant qu'égaux, en tant que partenaires, en tant que deux personnes qui s'étaient choisies malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Le solstice d'hiver était passé, la nuit la plus longue était terminée, et l'aube apportait la promesse de quelque chose qu'aucun de nous n'avait cru possible. Un avenir où la force et la compassion coexistaient, où être vu signifiait être apprécié, où l'amour était assez puissant pour transformer les rois, les reines et des meutes entières. Cela ne serait pas facile. Rien de ce qui en valait la peine ne l'était jamais. Mais me tenir dans la lumière aux côtés de quelqu'un qui m'aimait pour ce que j'étais, cela valait tous les défis, toutes les menaces, tous les moments de peur. Cela valait tout.